Les événements qui dépassent l'entendement sont bien réels. Je suis Nina, et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. C'est l'histoire de ma vie, une histoire qui, comme disent les Anglais, est en past continuous. Elle a commencé dans le passé et se poursuit encore aujourd'hui. Abonnez-vous, car ce récit n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage, un avertissement, et peut-être, pour certains d'entre vous, une prise de conscience. Je suis originaire du Cameroun, en Afrique centrale. Lorsque j'avais 16 ans, ma tante, que je considérais comme ma deuxième maman, répétait sans cesse, avec sa fille, que nous devions épouser des Blancs. C'était une sorte d'obsession pour elle, un conseil qu'elle me donnait comme si c'était une évidence, une nécessité. À cet âge-là, je ne m'intéressais pas encore aux hommes. C'était normal, j'étais encore une adolescente préoccupée par d'autres choses. Mais ce discours revenait sans cesse, comme une petite musique de fond dans mon esprit. Nous vivions à Kribi, une ville balnéaire réputée pour ses plages paradisiaques et son climat agréable. Chaque année, des touristes affluaient de partout, et parmi eux, de nombreux Blancs venaient profiter du soleil, de la mer et du dépaysement. Dans cette ville, beaucoup de familles locales nourrissaient un rêve précis, voir leur fille attirer l'attention d'un Blanc, se marier avec lui et ainsi changer de vie. Ce rêve, souvent entretenu de génération en génération, était perçu comme une voie royale vers un avenir meilleur. Un mariage avec un Européen signifiait une vie de confort, des opportunités et, surtout, l'espoir d'une ascension sociale rapide. À l'époque, j'étudiais dans un établissement scolaire situé au bord de la mer. Derrière l'école, il y avait une plage, et j'aimais m'y rendre pour m'asseoir, réfléchir et laisser mon esprit vagabonder. C'est là, face aux vagues, que ces paroles tournaient dans ma tête, encore et encore. Épouser un Blanc, changer de vie, avoir un avenir meilleur. Ces idées ont fini par s'ancrer en moi, même si, à ce moment-là, elles restaient encore abstraites. Puis, j'ai eu 17 ans. Comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes. Mais une chose me troublait. Alors que l'idée d'être avec un homme blanc me semblait presque une destinée tracée par ma tante, la réalité était tout autre. Aucun Blanc ne croisait mon chemin. Ce n'étaient que des hommes noirs qui venaient vers moi, qui me faisaient la cour. Et moi, dans ma tête formatée par les paroles répétées de ma tante, je me demandais « Pourquoi ? Pourquoi aucun Blanc ne s'intéresse à moi ?» Un soir, alors que je sortais du lycée, je marchais avec mes amis le long du bord de mer, comme nous avions l'habitude de le faire. L'air était frais, le bruit des vagues apaisant, et nous discutions tranquillement de tout et de rien. Soudain, une voiture s'est arrêtée brusquement à notre hauteur. À l'intérieur, un homme, un Blanc. Il était beau, soigné, et semblait avoir une trentaine d'années. Avant même que nous puissions réagir, il a crié mon prénom d'une voix forte et assurée. « Nina !» Nous avons toutes sursauté. Ce cri, lancé avec tant de conviction, nous a figés sur place. Je me suis instinctivement retournée, surprise. Mes amis, aussi étonnés que moi, m'ont immédiatement regardée et m'ont dit « Il t'appelle ! Il t'appelle, Nina !» Je les ai regardées, confuse. « Mais je ne le connais pas !» ai-je répondu, le cœur battant. L'homme, toujours dans sa voiture, insistait. Il semblait sûr de lui, comme s'il me connaissait depuis toujours. Il a fini par descendre de sa voiture et s'est avancé vers nous. Instinctivement, nous avons accéléré le pas pour le dépasser. Je ne voulais pas m'arrêter, je ne voulais pas lui parler. Tout cela me semblait si étrange, mais il n'a pas abandonné. Il s'est précipité vers moi et avec un sourire à la fois ravi et troublant, il a dit « Mais c'est moi, je t'ai retrouvé !» Je l'ai regardé, totalement déconcerté. « Mais je ne vous connais pas. Vous plaisantez ou quoi ?» Il a continué à sourire, secouant doucement la tête. « Si, c'est moi. Peu importe. L'essentiel, c'est que je t'ai cherché. Et aujourd'hui, je t'ai retrouvé. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ce qu'il disait n'avait aucun sens. Qui était cet homme ?
Pourquoi agissait-il comme s'il me connaissait depuis toujours? Et surtout, comment connaissait-il mon prénom? Jean-Marc était un homme magnifique, un blanc au charme envoûtant. Il avait des traits parfaits, une allure élégante et des yeux d'un bleu translucide, presque irréel. Il dégageait quelque chose de magnétique, une aura qui captivait instantanément. Dans mon cœur, une pensée s'est imposée. Waouh! Un homme aussi beau? Ce n'est pas possible! J'étais fascinée, troublée, mais aussi méfiante. Comment pouvait-il me connaître alors que moi, à cette époque, je ne fréquentais aucun blanc? Je ne comprenais pas. Il nous a demandé où nous allions. Sans trop réfléchir, mes amis et moi sommes montés dans sa voiture. Il nous a d'abord déposés, mes copines et moi, je devais encore aller au supermarché pour acheter quelques courses pour ma mère. Quand nous sommes arrivés au centre commercial, il a insisté pour faire les courses à ma place. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi surprenant. Il a rempli un caddie entier, achetant pour ma maison des provisions à hauteur de 280 000 francs CFA. Je n'en revenais pas. Quand il m'a ramenée, je ne voulais pas qu'il me dépose devant chez moi. Mon quartier n'avait rien d'attrayant. C'était un quartier modeste, et j'avais honte qu'il voie la misère dans laquelle je vivais. Alors, je lui ai demandé de me déposer un peu plus loin, sur la route. Il n'a pas insisté. Avant que je ne descende de la voiture, il m'a tendu une carte de visite. « Si dans 3 jours tu ne m'as pas appelé, je viendrai moi-même te retrouver. » Puis, il a sorti un petit médaillon. Il me l'a mis dans la main avec une douceur qui m'a fait frissonner. « Garde-le précieusement. » Je l'ai regardé. C'était un médaillon ancien, avec une photo de lui à l'intérieur. Un petit garçon aux cheveux blonds. C'est moi quand j'étais enfant. J'ai pris le médaillon, troublée, sans trop savoir pourquoi ce cadeau me mettait mal à l'aise. Puis, j'ai ramassé mes sacs et suis partie chez moi. Mais une chose étrange s'est produite. En transportant les courses, j'ai perdu la carte de visite. Impossible de la retrouver. Comme si elle s'était volatilisée, et avec elle, la possibilité de le recontacter. Au bout du 3e jour, je n'avais toujours pas pu l'appeler. J'avais cherché la carte de visite partout, mais elle semblait s'être volatilisée. Puis, le 4e jour, une surprise inattendue m'attendait. En sortant de la maison, je l'ai vu, Jean-Marc, debout devant ma porte, et à ses côtés, mon cousin. J'ai été stupéfaite. « Mais comment avez-vous fait pour me retrouver ?» lui ai-je demandé, incrédule. Il m'a simplement souri, avec cet air confiant qui le caractérisait. « Je te l'avais dit, je te retrouverai. » De là est née notre relation. Nous avons commencé à sortir ensemble, et très vite, les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Jean-Marc ne voulait pas perdre de temps. Il voulait que l'on se marie. Nous nous sommes finalement mariés. Mais pendant les préparatifs du mariage, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Jean-Marc n'avait pas de papier. Il n'avait aucun document prouvant son identité, aucune trace administrative. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a raconté une histoire troublante. Il m'a dit qu'il avait été braqué et qu'on lui avait volé tous ses papiers. Il ne lui restait plus rien. À cette époque, je n'ai pas douté de lui. Après tout, il semblait sincère et sûr de lui. Alors, je l'ai accompagné au consulat de France pour qu'il fasse une déclaration de perte. Son dossier a été pris en charge et peu de temps après, il a obtenu de nouveaux papiers d'identité. Avec ces nouveaux documents, nous avons pu nous marier. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de France dans mon pays. Tout semblait parfait. Jean-Marc et moi étions officiellement unis et nous avons commencé notre vie ensemble dans une harmonie apparente. Notre quotidien était confortable. Nous voyagions beaucoup, découvrant le monde ensemble. Nous sommes allés aux États-Unis, en Afrique du Sud, et même à Dubaï en 2003, à une époque où cette ville n'était pas encore le symbole du luxe et de la grandeur qu'elle est aujourd'hui. Nous allions partout, sauf en France. C'était étrange, mais Jean-Marc évitait toujours de parler de son pays natal. Il m'avait confié qu'il était orphelin, que ses parents étaient morts dans un accident d'avion. Il n'évoquait jamais sa famille, ne mentionnait aucun frère, aucune sœur,
aucun proche restait en France. Il semblait vouloir tourner la page sur son passé. Je l'aimais, alors je ne posais pas trop de questions. Après tout, nous étions heureux. Nous avons eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Notre vie semblait idyllique, parfaite même. Jean-Marc m'encourageait sans cesse à investir, à sécuriser notre avenir. Sous son impulsion, nous avons investi dans l'immobilier, achetant plusieurs biens pour assurer notre sécurité financière. Malgré cela, un détail étrange persistait dans notre vie. Je partais régulièrement en France avec nos enfants pour les vacances, mais jamais nous n'y allions ensemble. Il avait toujours une excuse. Il me disait qu'il n'avait plus de famille là-bas, qu'il n'avait aucune attache, et que cela ne servait à rien d'y aller ensemble. Pendant 19 ans, nous avons vécu ainsi. Notre premier fils est né 2 ans après notre mariage, mais avant cela, nous avions rencontré un problème. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Nous avons fait des examens médicaux pour comprendre pourquoi. Mais ce qui était troublant, c'est que Jean-Marc ne faisait jamais aucun test médical. Il trouvait toujours un prétexte pour éviter d'aller voir un médecin, et lorsque je lui proposais de faire une prise de sang, il esquivait la conversation. Je me suis alors rendu compte d'une chose étrange. En 19 ans de vie commune, je ne l'avais jamais vu saigner. Jamais une coupure, jamais une blessure, jamais une goutte de son sang n'avait été versée devant moi. C'était comme s'il cachait quelque chose, comme si une partie de lui m'échappait totalement. Et pourtant, malgré toutes ces anomalies, je n'ai jamais osé poser les vraies questions. Parce que je l'aimais. Parce que je pensais que certaines choses n'avaient peut-être pas besoin d'explication. Mais j'avais tort. La vérité était bien plus effrayante que ce que j'aurais pu imaginer. Un beau jour, Jean-Marc a commencé à me parler de son départ. Le temps est arrivé. Il faut que je retourne. J'ai déjà dépassé le délai. Ces mots m'ont glacé. Retourner où? De quel délai tu parles? Lui ai-je demandé, confuse. Mais il restait évasif. Il évitait mes questions, comme s'il ne pouvait pas me dire la vérité. Pourtant, quelque chose en lui changeait. Il devenait de plus en plus triste, plus renfermé. Chaque jour, je le voyais sombrer un peu plus dans une mélancolie silencieuse. Parfois, il s'enfermait dans son bureau pendant des heures. Il ne mangeait pas, ne buvait pas, ne répondait pas aux appels. Quand il en sortait enfin, il se forçait à sourire devant les enfants, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Un jour, je l'ai surpris en train de pleurer. J'ai accouru vers lui. « Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Dis-moi, je peux t'aider. » Mais il secouait la tête et me répondait toujours la même chose. « Je suis désolé. Il faut que je parte. Il faut que je retourne. On m'appelle pour une autre mission. » Une mission? Je pensais qu'il parlait de quitter mon pays, peut-être pour un travail à l'étranger. Nous vivions en Afrique, et j'imaginais qu'il devait partir définitivement pour la France, l'Europe ou peut-être un autre pays lointain. Alors, naïvement, je lui ai dit « Il n'y a pas de problème, nous partirons avec toi. Moi, je ferai des allers-retours. » Mais il a secoué la tête, l'air grave. « Non, tu ne peux pas venir avec moi là où je vais. » Ces mots m'ont laissé perplexe. De quoi parlait-il? Je pensais qu'il devait aller quelque part de très éloigné, dans une zone inaccessible, un endroit reculé comme l'Amazonie, ou peut-être une mission humanitaire dans un pays en guerre. Puis, les vacances de 2019 sont arrivées. Et, contre toute attente, il m'a dit que cette fois-ci, nous allions tous ensemble partir en France. J'étais soulagée et excitée à l'idée de voyager enfin avec lui en France, lui qui avait toujours refusé de m'emmener dans son pays. Alors, sans plus poser de questions, j'ai préparé le voyage avec les enfants. Nous avons pris l'avion, direction Paris. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que ce voyage allait tout changer. Nous sommes enfin arrivés à Paris, mais Jean-Marc ne voulait pas que nous nous attardions. « On continue directement sur Bordeaux », m'avait-il dit. Il avait tout prévu. À l'aéroport, il avait loué une voiture, et après avoir installé les enfants à l'arrière, il a entré une adresse mystérieuse dans le GPS. Je ne savais pas où exactement nous allions, mais il semblait déterminé à nous y conduire sans perdre de temps. Nous avons pris la route. Les enfants, épuisés par le voyage, se sont endormis rapidement à l'arrière.
Moi, je regardais Jean-Marc, qui restait silencieux, concentré sur la route. Il semblait soucieux, perdu dans ses pensées, mais je n'ai pas osé briser le silence. Après plusieurs heures de route, nous avons fait un arrêt dans une petite aire de repos, un endroit avec une station-service et quelques boutiques. Jean-Marc a garé la voiture, puis s'est tourné vers moi. « Je vais faire un tour rapide, mettre du carburant. Ne descendez pas de la voiture. Je reviens dans moins de 5 minutes. » J'ai hoché la tête, fatiguée. Il est sorti, et j'ai regardé par la fenêtre tandis qu'il disparaissait derrière la station-service. Mais 5 minutes sont passées, puis 10, puis 20. Il n'est jamais revenu. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à trouver ça étrange. Quelque chose n'allait pas. Je suis descendue de la voiture, laissant les enfants à l'intérieur, et je suis allée le chercher. L'aire de repos n'était pas grande, juste une station-service et 2 ou 3 petites boutiques. J'ai tourné un moment, scruté chaque coin, mais aucune trace de Jean-Marc. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je suis même allée vérifier les toilettes des hommes. Rien. Il avait disparu. Je suis retournée à la voiture, paniquée, espérant qu'il serait revenu entre-temps. Mais non. Les enfants étaient réveillés maintenant, inquiets eux aussi. Nous avons encore attendu 45 minutes, espérant le voir surgir de nulle part, avec une excuse, une explication. Mais il ne revenait toujours pas. Plus d'1h30 d'attente, seul, au milieu de nulle part, avec mes enfants. Je ne comprenais rien. Où était-il? Pourquoi m'avait-il laissé là? Qu'est-ce qui était en train de se passer?